c'est parti. Bonjour Jérôme Dumont. Bonjour Alice. Je suis très contente de te recevoir dans ma série des entretiens. Tu vas inaugurer 2018. Tu es le premier, tu es celui du mois de janvier. Et je suis très contente de te recevoir. On s'est rencontrés tous les deux en vrai à Antibes, là où tu habites, dans un petit café. C'était très sympa. Et de là est venue l'idée de te... quand j'ai... En plus, je te suivais, j'avais lu quelques-uns de tes livres, mais je ne me rendais pas compte que tu en avais écrit autant. Donc ça m'a beaucoup impressionnée. Tu as écrit la série des Rossetti Maclane. Il y en a 10. Il y en a 10, oui, le dernier est sorti en décembre. Oui, donc voilà, Des cadavres dans le placard, le dernier. Oui, une plongée dans le passé, un peu similaire à celui que tu sors aujourd'hui en termes d'histoire et de bond dans le passé. Et puis ça, c'était une idée. L'idée de départ m'avait été donnée par une lectrice à propos d'une anecdote, d'un fait tragique, un peu avant la libération de Nice. Et à partir de là, ça a fait son chemin, et puis il est sorti une autre histoire, mais avec une vengeance qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. Oui, d'accord. Donc tu t'es servi d'un fond historique réel pour faire de la fiction qui entrait dans ta série, parce que Rossetti et Maclane font des enquêtes, et souvent ça se passe dans le Midi. Oui, écoute, ça se passe en fait entre Nice et les Alpes-Maritimes de façon plus générale, et le Canada, puisque ce sont deux endroits où j'ai résidé, et que je connais donc particulièrement bien. Et l'idée de base, en fait, qui m'a fait lancer le premier livre, Jeux dangereux, c'était de réunir un avocat niçois qui fait des divorces et une dirigeante de start-up montréalaise. Et voilà, et puis première enquête qui m'a donné l'idée de la seconde, de la seconde, de la troisième, etc. À la base, c'était pas prévu que ce soit une série. J'avais une histoire à raconter qui avait un fond technologique. Et puis, je trouvais que ces personnages allaient bien ensemble, qu'il y avait toute une galerie de second rôles qui permettaient un petit peu de faire du chemin avec eux. Et voilà, on en est au 10e. C'est parti comme ça. Il faut dire que tu es toi-même avocat de formation et que tu as exercé comme avocat pendant de nombreuses années. Donc en fait, tu sais de quoi tu parles, quoi, avec un héros avocat de divorce. Oui, effectivement, moi j'ai exercé d'abord à Bruxelles, ensuite à Nice et puis à Québec, mais j'ai pas vraiment exercé pas en pratique privée de cabinet d'avocat, mais en tant qu'avocat dans des entreprises. Donc oui, effectivement, c'est un domaine que je connais pas mal. Je pense que ça c'est important pour des thrillers ou des polars, c'est d'avoir ce fond de connaissances quand même un petit peu pour pouvoir savoir de quoi on parle. En tout cas, avec un héros avocat, tu as intérêt à savoir de quoi tu parles, parce que sinon, ça serait ridicule, quoi. Voilà, donc... oui. Et par exemple, tu vois, pour le 9e, la preuve par 9, c'est une histoire de mise sous tutelle. Et je me suis redocumenté, parce que la loi a évolué en 2015 notamment, et puis moi, ça faisait depuis 2006 que j'ai pu pratiquer en France. Et heureusement que je me suis documenté, parce que ça avait beaucoup changé sur certains points. Sans ça, j'aurais eu l'air vraiment d'une pomme. Oui. Donc, c'est sans cesse qu'il faut se documenter. Oui, bien sûr. Comme dans les polars, pendant très longtemps, les auteurs ont continué à dire inspecteur, alors qu'on ne disait plus inspecteur. Voilà, c'était le grade de l'armée. C'était lieutenant, capitaine, c'était plus inspecteur. Donc, oui, et en plus, les auteurs ayant tendance à lire d'autres polars, ça met du temps à se transmettre la vérité. Exactement. Alors, donc, après, tu as écrit 2 livres d'une série, David Atlan. On ne va pas trop en parler parce que sinon, moi, je voudrais parler d'un livre précis aujourd'hui. Tu as des livres qui font partie de cette série Standalone, tu appelles ça. Bon, oui, ils sont reliés à aucune série, donc c'est pour ça que... Voilà. Ah, Stand Alone. Ah oui, d'accord, j'avais pas... Stand Alone, oui, d'accord. Donc, c'est des romans uniques, qui rentrent dans aucune série. Et on va parler de l'un d'eux, qui s'appelle Sacrifié. Et puis, il faut dire aussi que tu as écrit 2 romances sous un nom de plume féminin. Je ne sais pas si tu veux qu'on le dise. C'est pas secret, c'est sur mon site, si tu veux. Donc, moi, j'ai écrit 2 comédies romantiques, on va dire de la chick-lit, sous le nom de plume de Claire Bianchi. Oui. Tombé pour lui et Aurélien Sana des Mois, qui est sorti en août dernier.
Et puis ça, c'est simplement parce que j'avais envie... un jour, j'ai eu envie d'écrire l'histoire d'une rousse maladroite qui tombe follement amoureuse d'un gars et qui se dit qu'elle va essayer de se guérir à tout prix de sa maladresse pour le conquérir. Évidemment, c'est pas la bonne idée, mais ça donne lieu à une sorte de 12 travaux de Louise. Et ça m'a beaucoup amusé, donc du coup, j'en ai écrit un autre. Et le choix du nom de plume, je te dirais que c'est principalement pour sectoriser quelque part un petit peu les œuvres, parce que ce sont des genres qui sont vraiment très, très différents. Oui, bien sûr. Et je pense que avec tout ce qui est référencement par Amazon, par Kobo, etc., c'est peut-être plus simple parce qu'il y a des gens qui sont amateurs de tout. Comme moi, je lis de tout. Et puis, il y a des gens qui sont beaucoup plus orthodoxes dans le thriller, le suspense, le polar, le fantastique, le young adult, etc. Donc, qui sont un petit peu plus réticents à lire d'autres choses. Et puis, j'ai préféré faire comme ça. Je pense que c'était plus simple, mais bon, c'est un secret de polichinelle. Oui, d'accord. Donc on peut y aller. Bon, alors, donc Claire Bianchi, elle a écrit deux comédies romantiques. Alors là, aujourd'hui, on va parler de ton roman Sacrifié. Alors moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un roman avec un suspense qui déménage pas mal et surtout une héroïne comme je les aime. Elle se pose pas beaucoup de questions, hein, elle fonce, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente, mais disons que c'est une femme d'action avant tout, d'action, de réaction très rapide. Dès qu'elle va bouger avant de, mais elle va bouger parce qu'elle cogite très très vite et très vite elle sait où mettre les pions en place, etc. Elle est épaulée par une équipe formidable de 3 mecs, on va dire, plus, et je parle pas du légiste, je parle pas de, bon, elle a une bonne équipe quand même, mais là, dans le roman là, particulièrement, elle a son coéquipier Matt, qui est formidable, qui est loyal et qui l'équipe bien et qui l'aide bien et qui s'occupe plutôt de tout ce qui est informatique, heureusement, parce qu'elle est toujours sur le terrain avec ses Doc Martens. Et elle a un profileur avec elle, qui est une ancienne romance à elle. Bon, alors donc ça pose un peu des problèmes pendant l'enquête, mais c'est pas mal. Et elle a son chef qui la suit, mais qui est vraiment indéfectible, quoi. Enfin, je veux dire, elle peut vraiment s'appuyer sur lui. Donc c'est vraiment super. Et puis on va avancer. Alors là, dans ce roman-là, c'est une histoire de serial killer, on va dire, hein, voilà. Et je vais te laisser en parler. Donc, mais d'abord, avant de parler précisément de ce roman, je voudrais que tu me dises pourquoi tu as fait le choix plutôt du polar, quoi, en fait, du polar, du thriller, au départ, quand tu t'es mis à écrire. Au départ, en général, j'ai pas choisi, en fait. La première histoire donc de Rossettier MacLean, j'avais travaillé dans le jeu vidéo, on était en 2012, j'ai arrêté de travailler à ce moment-là dans le domaine, et c'était vraiment l'époque où, tu sais, on commençait à parler de tout le pistage qui pouvait être fait par les iPhones, par les téléphones Android, de la géolocalisation, du fait que Google savait où tu te déplaçais partout, que tu pouvais toi-même retrouver d'ailleurs tous tes itinéraires. Et donc, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait LinkedIn, par exemple, qui allait puiser dans ton carnet d'adresses sans te demander. Donc, tout ça, si tu veux, 2011-2012, les smartphones commençaient à prendre de l'ampleur et on s'est rendu compte qu'il y avait des pratiques qui n'étaient pas terribles. Et donc, ça a été de plus en plus verrouillé et cadenassé à la fois par Apple et par Android. Mais bon, c'est certain que, si tu veux, le maître mot de ça que j'ai appris aussi en travaillant dans le jeu vidéo avec les jeux Facebook, etc., c'est que quand le produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Tu vois ? Donc, au final, tu donnes toujours quelque chose. Et c'est sûr que c'est formidable toute la technologie que ça amène. Aujourd'hui, on peut en reparler avec les réseaux sociaux et puis les travers que ça peut avoir. Mais remettons-nous en 2011-2012, c'était vraiment le plein boom. Et nous, on faisait des jeux dans lesquels on installait ce qu'on appelait des métriques. Des métriques, c'était donc pour savoir comment le joueur jouait. Mais c'était anonyme. Je ne sais pas que c'était Alice Queen qui jouait, à Candy Crush par exemple, mais je pouvais savoir qu'il y avait un joueur qui avait des problèmes à passer le niveau 5, un joueur qui restait 5 minutes sur le niveau 4, ou qui n'avait pas ouvert l'application, etc. Donc, une quantité de données qui permet, si tu veux, ça a modifié le développement des jeux vidéo, puisque avant on disait on fait 80% du budget dans le développement et 20% après dans les mises à jour. Maintenant c'est quasiment l'inverse.
On lance le jeu et on le met à jour au fur et à mesure avec les données On qu'on le récolte. teste dans la vie, quoi, en fait. On le teste dans la vie. Ouais. Exactement. Et si tu veux, en extrapolant, mais pas tant que ça, par rapport à toute cette situation, je me suis rendu compte qu'on pouvait se servir de ça, y compris des gens mal intentionnés qui pouvaient se servir justement de ces jeux, de certains jeux. Bon, à ma connaissance, ça n'est pas arrivé, si tu veux, et puis il y a quand même un petit point de fiction là-dedans, mais c'est cette histoire. Alors forcément, ça a pris un tour de thriller, oui, puisque bien je me sûr. suis dit, tant qu'à faire, autant que ce soit des criminels qui s'en servent, etc. Oui. Mais à la base, si tu veux, un avocat qui fait des divorces, bon, une dirigeante de start-up sont pas vraiment prédestinés à faire des enquêtes de détectives ou des enquêtes criminelles. Mais après, dans le deuxième tome, c'est la disparition de la femme d'un ami d'Amandine à Cannes pendant le festival. Donc là, on retombe directement dans tout ce qui est procédure pénale, procureur, signalement de personnes disparues, etc. Le 3, c'est de la génétique. Donc si tu veux, oui, ça a entraîné. En fait, oui. C'est le sujet qui t'a amené à choisir le genre, finalement. Oui, mais tu vois, après, c'est pas une fatalité non plus. Et c'est ça, je trouve aussi, qui est formidable en étant auteur indépendant, ou même en étant auteur tout court, c'est qu'on peut écrire dans plein de domaines différents. À un moment, j'ai voulu écrire quelque chose de différent, j'ai écrit Tout ce qu'on s'est pas dit. Tout ce qu'on s'est pas dit, qui a été publié aux éditions Numérique Livre, c'est un roman sur des amis de 20 ans qui se retrouvent 20 ans après pour faire une randonnée qu'ils s'étaient promis de faire. Et c'est tous les caractères de ces cadres, avec tout, on peut se retrouver dans chacun des 10, si tu veux, quelque part. Donc c'est plus quelque chose d'humain, de profondément humain. Je voulais explorer un petit peu plus les personnalités, les doutes qu'on peut avoir à 40 ans et passer 40 ans. Et puis, manque de bol, ça tourne encore au thriller. Bon, mais il se passe quelque chose. Oui, pendant la randonnée, oui, ça s'y prête, oui. C'est ça. Et puis après, j'ai continué à écrire des rossetti au fur et à mesure parce qu'on m'en demandait aussi, et puis parce que c'est comme mettre des vieilles pantoufles, si tu veux, de retrouver tous ces personnages qui sont dans ma tête. Mais j'ai aussi écrit, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu envie d'écrire une comédie romantique, je l'ai écrite. Oui, bien sûr. Mais là, on a un peu débordé. Je te coupe et je vais te couper de temps en temps pour garder quand même un fil. Et puis, mais c'est vrai que tu es déjà en train là de me parler de toute cette liberté extraordinaire qu'on a en tant qu'auteur indépendant, en fait. Oui. Exactement. Et ça se sent dans ton, voilà, on sent un enthousiasme là-dedans. Mais je recentre sur Sacrifié. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch sur le roman Sacrifié? Ok, alors comme tu l'as dit, c'est une ex-enquêtrice au crime majeur de Boston qui se retrouve à Bar Harbor, une petite ville du Maine qui est très connue pour ses homards notamment, et c'est vraiment la station balnéaire, un petit peu comme Jean-les-Pins, comme plein d'autres petites stations balnéaires qui ne vivent qu'en pleine saison, le reste du temps il n'y a quasiment personne. Elle se retrouve là parce que c'est là qu'elle a grandi et qu'elle a demandé sa mutation pour des raisons familiales, et c'est pas qu'elle s'emmerde, mais si tu veux, elle pensait avoir la paix, se dire je vais en profiter pour naviguer sur le voilier que j'ai hérité de mon père, être un petit peu tranquille, parce que flic au crime majeur, ça use forcément, avocat, ça use, enfin, tous ces métiers, ça use. Donc au bout d'un moment, elle se dit je fais le bel pied, sauf que un matin, elle découvre un cadavre sur la plage, et visiblement, c'est pas un accident. Donc à ce moment-là, toute la machinerie se met en route, c'est le deuxième homicide de l'année, tu vois, donc... ça fait beaucoup pour une petite station, oui. Voilà, et évidemment, le directeur général de la ville, qui remplace le maire quelque part dans la structure administrative américaine, ne veut absolument pas de scandale, il veut que sa ville soit parfaite, etc. Donc, il met la pression sur le chef de la police. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va lui mettre dans les pattes un profiler, David Woolridge, qui se trouve être, comme tu l'as dit, une ancienne connaissance qu'elle a croisée lors d'enquêtes à Boston. À Boston, d'accord. Et fatalement, qui dit tueur en série dit plusieurs victimes, donc les victimes vont s'enchaîner. Il y a un point commun, ça a l'air d'être toutes des travailleuses du sexe à différents degrés, je dirais. Tout pointe vers un coupable. Alors évidemment, c'est trop simple, mais même quand ça paraît tellement évident... Stop, tu vas... Alors, bon... Tu risques de spoiler un peu là. Oui, pas de spoil, mais disons qu'elle va profiter un petit peu de son esprit critique
pour aller chasser le vrai coupable. Oui, voilà. oui. Heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. Ouais. Parce que la vérité se fera jour, en fait, grâce à elle. Alors, est-ce que lorsque tu as écrit ce roman, tu avais une source d'inspiration, mais là, je parle seulement du côté littéraire, dans ta façon d'écrire. Est-ce que tu pensais à un écrivain en particulier ou pas du tout Écoute, je te dirais, je préfère pas parce que si tu penses trop à un écrivain, tu vas avoir tendance à le singer et ça sera pas bon. Donc, j'essaye d'écrire entre guillemets à ma façon, même si ça paraît un petit peu prétentieux. J'écris comme ça vient et comme ça me vient. Mais si je devais avoir des sources d'inspiration, ce serait beaucoup plus sur des œuvres de certains écrivains. Je pense à Philippe Kerr avec les enquêtes de Bernie Gunther. Je pense à Andrea Camilleri avec l'inspecteur Montalbano. Ils réussissent à faire en une dizaine de bouquins à chaque fois quelque chose de différent. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Alors là, c'était pas évidemment une série, sauf que, si tu veux, c'est un peu un spin-off de mon roman précédent, Just Married, puisque Lizzie, l'enquêtrice de Bar Harbor, apparaît à la fin du roman. Oui, d'accord. Et en fait, l'idée de base, si tu veux, qui m'a guidé, c'est quand j'ai créé ce personnage, je me suis dit, merde, elle est cool. J'ai envie de lui donner son livre. Et forcément, il fallait que ce soit quelque chose de vraiment sombre et puis une grosse enquête. Donc, de là, le tueur en série. Oui, d'accord. Oui, c'est du lourd, mais parce que c'est un personnage comme ça, quoi. Elle est solide, hein. Elle est solide, elle a ses trucs, faut pas l'emmerder. Elle a ses manies, voilà, elle vit seule, c'est une solitaire. Oui, mais si tu veux, en même temps, elle est en même temps, il y a de la fragilité. Bien sûr, c'est une protection. C'est une protection, tout ça, oui. Il y a beaucoup de résilience aussi. Oui. Tu vois, moi, mon impression, c'est que c'est quelqu'un qui en a quand même bavé, mais qui à chaque fois s'est relevé et se relèvera toujours. Oui. Et c'est ça, en fait, qui fait la force de son caractère. Et en même temps, oui, elle est instinctive. Et puis, pour parler vulgairement, elle a des couilles. Oui. Et ça, je trouve que moi, j'adore écrire des personnages féminins qui ont du caractère. Oui, mais c'est bien ça. Alors, donc, est-ce que toi, on en arrive là, est-ce que tu te sens des points communs avec elle ? Écoute, la résilience sûrement, parce que des doutes, on en a tous, surtout quand on écrit, quand on est seul, dans son coin, etc. Le goût pour le whisky aussi, qu'elle partage. Pour les Doc Martens à l'occasion. Mais je te dirais, oui, des fois le côté instinctif, mais encore ça varie. Mais c'est pas moi non plus, mais il y a un petit... Dans chacun de nos personnages, il y a un petit peu de nous, tu vois. Bien sûr. Non, mais tu as bien cerné en quoi tu pourrais te retrouver dans certains côtés de Lydie. Bon, oui, le côté résilient, c'est-à-dire à la fois une sensibilité protégée par une espèce de carapace, voilà, que l'expérience a apporté. Ça, on le sent très bien. Alors, tu as tous ces autres personnages. Moi, j'ai trouvé intéressant la façon dont ils s'immiscent dans les relations que Lydie entretient avec eux et avec l'enquête, etc. Donc, ils sont réels, ils sont vivants. Alors, est-ce que tu as une méthode ? Comment tu fais ? Parce que c'est toujours plus dur, les personnages secondaires. J'ai bien aimé ce que tu viens de dire de Lydie du roman précédent, quand tu as dit elle est... Oh, tiens, ce personnage, il est cool. C'est comme si tu avais découvert, fait une rencontre, comme s'il venait pas de toi, ce personnage. Il vient... Voilà. Ben, tu sais, en fait, la première fois qu'elle est apparue dans Just Married, c'est l'enquêteur québécois qui doit prendre des renseignements à Bar Harbor. Et d'entrée de jeu, au téléphone, ils se connaissent pas, mais elle lui parle pas crûment, mais elle lui dit, comme on dit au Québec, les vraies affaires. Elle lui dit, ne me prends pas pour un con, parce que sinon, tu n'auras rien de moi. Et donc, elle est vraiment cash avec un inconnu. Mais ensuite, on voit qu'elle est efficace, qu'elle est rapide, qu'elle a tous ses réflexes. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose avec elle. Donc oui, en fait, quand je l'ai créé au départ, c'est « Ah, il me faut un flic là-bas. Oui. » Alors, comment est-ce que ce flic pourrait être ? Celui-là, si tu veux, celle-là, je n'ai pas préparé de longue fiche de personnage, rien. Elle m'est venue comme ça, et puis au fur et à mesure, ça s'est raffiné. Et ça s'est raffiné un petit peu plus, évidemment, en écrivant Sacrifié, où là, j'ai replongé dans tout ce que j'avais écrit pour rester cohérent aussi. Mais en même temps,
je l'ai un petit peu plus cherché. Mais je voudrais rebondir sur un truc que tu dis. Pour moi, les seconds rôles, en fait, c'est à la limite plus facile que les premiers. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils sont là, parce qu'ils font des apparitions de temps en temps. Par exemple, le meilleur ami de Rossetti, c'est Martinez, c'est l'avocat pied noir qui fait des blagues potaches, mais qui est quand même... Il est toujours drôle, mais il sait être sérieux quand il faut. Il y a le vieux truand Ange aussi qui est là. C'est des personnages, au départ, ils se sont créés presque tout seuls et ils se sont raffinés aussi au fur et à mesure des séries. Et puis, il y a des hasards qui sont bien tombés pour que je puisse exploiter des personnages dans d'autres enquêtes. Mais ce n'était pas prévu à la base. Donc, oui, ils s'écrivent un petit peu comme ça tout seul. Matt, son adjoint, en fait, il me fallait quelqu'un qui soit technophile pour pouvoir l'aider sur un volet qu'elle ne maîtrisait pas. Le légiste, il me fallait quelqu'un qui soit quand même pondéré, sage, qui ait beaucoup de recul, mais qui en même temps ait un énorme respect, si tu veux, pour ses patients, entre guillemets. Le chef de la police, si tu veux, au départ, quand je me suis replongé dans le bouquin pour chercher un extrait, on voit que Lizzie, elle se méfie un petit peu parce qu'elle se dit « il me soutiendra tant que son poste ne risque pas d'être en danger », mais en fait, il en fait plus, si tu veux. Et on sent que oui, il y a cette confiance et ce respect entre eux, qui est le genre de relation professionnelle qu'on aime ou qu'on aimerait avoir. Oui, dont on rêve, oui. Voilà. Qui met les gens, qui font que les gens ont du bonheur à aller travailler, quoi. Voilà, parce que, oui. Exactement. Mais pendant que tu parles, on sent que tu es habité par une multitude de personnages. Ils te traversent, ils débarquent d'on ne sait où, quand tu en as besoin. C'est comme si tiens, j'ai besoin d'un personnage, hop, tu ouvres un tiroir quelque part dans ta tête et il apparaît. Alors il est flou d'abord et puis finalement, j'aime beaucoup la façon dont tu parles de tous ces personnages et on sent, voilà, on a devant nous une personne, Jérôme Dumont, et on se rend compte pendant que tu parles que c'est rempli de gens. Il y a beaucoup de monde dans la tête. Beaucoup de monde dans la tête. Alors oui, c'est. Alors, je voudrais parler maintenant un petit peu de la façon dont tu organises ton écriture, parce qu'on est là aussi pour parler d'écriture. Et donc, comment tu organises tes récits, tes structures de récits? Ben écoute, déjà, une chose, quand je commence un bouquin, je ne sais pas comment il va se finir. Souvent, ça part d'une idée. Et tu vois, par exemple, prenons des cadavres dans le placard. Donc, il y a c'est pas une anecdote, ce fait historique qui s'est passé. Je me suis dit, je ne peux pas l'exploiter parce que c'est un fait réel. Il y a encore sans doute des héritiers, etc. La question, même si j'allais pas en dire du mal, c'est juste une question de respect par rapport aux victimes. Mais je me suis dit, imaginons quelque chose d'autre. Et alors, l'esprit commence à vagabonder, mais tu sais pas très bien vers quoi tu vas aller encore. Alors, par exemple, pour celui-là, j'ai lu des bouquins, j'ai fait des recherches historiques pour connaître un peu mieux le cadre, être plus à l'aise dans cadrer mon imagination. Et j'ai commencé à poser quelques bases. Une chronologie qui était indispensable, surtout puisque c'est une vengeance qui s'étale sur plus de 60 ans, avec des naissances, des décès, des fratries, etc., qui sont bien déterminés, parce que là, tu ne peux pas te permettre de te tromper. Et petit à petit, si tu veux, tu as une scène qui commence à s'imposer à toi, puis une autre et une autre. Et en fait, tu vois, par exemple, c'est Wendell qui disait, je pense, dans son entrevue, que pour son dernier, il avait prévu déjà beaucoup de choses, ou alors peut-être c'est Laurent, je ne sais plus. J'ai regardé, tu sais, tous les secrets d'écrivain. Oui. Enfin, moi j'ai du mal, si tu veux, à écrire à l'avance tous les synopsis de mes chapitres. Par contre, ce que je fais, c'est que je pars d'un point de départ, je fais les recherches qui sont nécessaires, je crée les personnages qui sont nécessaires dans l'environnement, et puis après, je me laisse aller. Et je laisse les personnages m'emmener où ils ont envie de m'emmener. Et de temps en temps, je dois me poser. Et alors, là, je me dis, qu'est-ce qu'il faut maintenant dans l'histoire? Qu'est-ce que je dois avancer? Quel tiroir je dois ouvrir? Quel tiroir je ferme ou pas? Comment est-ce que ça se passe? Et alors, donc là, je peux effectivement planifier 5 ou 6 chapitres en me disant, voilà ce qui va se passer. Mais ça dépend. Et puis, à certains moments, tu dois t'arrêter, tu dois te dire, par exemple, tu vois, pour Jeu dangereux,
au départ, j'avais une idée un peu vague, mais après, il a fallu que je fasse un diagramme complet de la manipulation pour être capable de la démonter a posteriori. Oui. Donc, en fait, ça dépend un petit peu. Il n'y a pas vraiment de mécanisme. Là, je suis sur un nouveau roman où, j'ai créé des personnages parce qu'il m'en faut. Donc là, j'ai été plus profondément dans la psychologie des personnages avant de commencer à écrire. Mais là, j'ai lancé les 3 premiers chapitres. Et mon héros a, par exemple, des relations avec sa fille que je soupçonnais à peine, mais qui finalement, je les trouve intéressantes. Alors, j'en mets un petit peu plus de ce côté-là parce que ça me paraît bien tombé. Oui, je comprends. Tu vois, donc... et souvent, tu sais, tu pars d'une idée, et au final, ton bouquin, c'est pas du tout l'idée de départ que tu avais. Tu te dis, bon, mais l'important, c'est que ce soit cohérent à la fin. Oui. Et ça, pour ça, tu as les bêta-lecteurs qui sont d'une aide énorme pour te dire, c'est cohérent, ça ne l'est pas. Oui. Donc, voilà un petit peu, si tu veux, la méthode. Après, je change aussi de support. Tantôt, je prends mon carnet papier pour écrire certaines choses. À d'autres moments, je vais être dans Scrivener où j'organise mes chapitres. À d'autres moments, j'utilise une sorte de mind map qui est aussi fait par l'éditeur de Scrivener, où en fait, tu poses des petites boîtes, ça s'appelle Scabo. C'est vraiment chouette parce que tu n'es pas obligé de les relier entre elles, mais ça permet, si tu veux, d'organiser n'importe quelle idée. Donc, tu vois, par exemple... il faudra que tu m'expliques comment ça marche, hors film. Voilà, puis je te montrerai sur des bouquins que tu as lus, comme ça tu verras un petit peu comment ça s'organise. À la fin, ça fait des trucs gigantesques. Oui. Et donc, des fois, changer de support, ça permet de débloquer un petit peu les choses. Bien sûr, c'est une bonne idée. Ouais. Et puis, on sort de sa zone de confort, et parfois, d'être déstabilisé permet de penser autrement au sujet, à l'enquête. Oui, super. Alors, tu sais que moi, si j'ai institué au départ ces entretiens, c'était pour pouvoir lire des extraits à voix haute, ce que j'adore. Donc, tu m'as envoyé 3 extraits, mais je vais en garder qu'un. C'était le but, oui. Oui. Que tu choisisses. Mais j'ai choisi le premier parce que j'hésite à spoiler. Et puis en même temps, on a une présentation de Lizzie, donc c'est pas mal. Hein, donc bon, voilà, je me lance. Donc c'est extrait du premier chapitre. C'est pas tout à fait au début du premier chapitre, mais c'est extrait du premier chapitre. 15 années passées au crime majeur dans une grande métropole, ça usait, même les tempéraments les plus solides. Elle en avait tout de même gardé quelques réflexes, à commencer par celui de se maintenir en forme. Elle observait le même rituel tous les jours, un jogging matinal, qu'elle effectuait à présent le long de ce littoral qu'elle connaissait depuis toujours, en lieu et place des tracés urbains de Boston. Contrairement à l'immense majorité des joggeurs, Lydie ne courait jamais avec de la musique dans les oreilles, préférant le rythme de ses pas et de sa respiration en guise d'accompagnement. Peut-être était-ce aussi en raison de son atavisme de flic, puisqu'elle maintenait ainsi tous ses sens aux aguets. Une paire d'écouteurs n'aurait rien changé ce matin-là, alors qu'elle entamait son 5e kilomètre. Seul un aveugle n'aurait pas remarqué cette forme, gisant sur le rivage, qu'elle identifia en une fraction de seconde. Il s'agissait d'un corps humain, à moitié dévêtu. Elle s'arrêta net aussitôt qu'elle l'aperçut et jeta par réflexe un regard circulaire alentour. Il n'y avait encore personne à cette heure matinale. Lydie quitta le chemin piétonnier et s'approcha du bord de l'eau, à pas mesurés. En quelques secondes, elle enregistra mentalement les informations que lui livrait la dépouille, gisant de 3/4. Une femme blonde, d'environ une trentaine d'années, habillée en tout et pour tout d'un caraco noir et d'une paire de bas, sans porte-jartelle. Lydie posa index et majeur sur le cou de la défunte. De façon tout à fait empirique, elle en conclut que le décès devait remonter à quelques heures, 2 ou 3 tout au plus. Elle se releva et attrapa son téléphone. Nul doute que son appel aurait l'effet d'une bombe dans une juridiction où les chiens errants disputent la vedette aux collisions avec les cerfs, suivis de près par les conduites avec faculté affaiblie. Voilà, je vais arrêter là. Donc là, vraiment, on a un peu de Lizzie, on a la découverte du premier cadavre et on a un aperçu de la ville où ça se passe, de la façon dont, voilà, du lieu. Donc je trouve ce passage
Bien, j'espère qu'il va donner envie à des lecteurs de lire ton bouquin euh, et de découvrir ce personnage. Ça fait drôle en tout cas de voir quelqu'un lire. C'est la première fois que je le vois comme ça en direct. Ça fait bizarre. Mais Bon, après, ça dépend de comment il est lu aussi. Hein. J'essaye de lire lentement pour qu'on profite bien voilà, de tout ce qui est dit dans l'extrait. Mais moi, c'est un passage. Alors, pendant que je lis, je ne te vois pas. Mais c'est un passage, quand je revois la vidéo après, que j'aime toujours beaucoup, parce que j'aime beaucoup voir le visage de l'auteur pendant que je lis. Je trouve ça super, quoi, parce que ça provoque des émotions. C'est vrai que je m'en suis rendu compte parce que j'avais, pour un lancement de livre à une époque, j'avais demandé à des amis, auteurs pour la plupart, mais pas seulement, de lire des extraits de mon bouquin, puis je lançais comme ça. Mais ça me faisait à chaque fois une émotion. Bon, on ne me voyait pas pendant, on voyait que la personne qui lisait. Mais je m'étais rendu compte de l'émotion que ça provoquait. Donc je me suis dit, j'ai envie de rendre ça à des auteurs. Et puis j'aime lire aussi. Donc bon, bah, tant mieux. Alors, je vais te demander 3 choses d'un coup. Tu vas me répondre rapidement parce que là, on approche de la fin, malheureusement. Puis je voudrais aussi donner une belle part au secret que tu vas nous donner. Donc, 3 questions en une. Est-ce que tu as reçu des propositions d'éditeurs, hein? C'est oui ou non, c'est pas grave, mais bon, voilà. Ou est-ce que ça te titille? Les histoires d'éditeurs traditionnels, est-ce que ça te titille? Est-ce que tu as eu des belles surprises dans l'auto-édition et quelles seraient-elles? Et ben, le prochain roman, non, on la saute parce que tu en as parlé. Donc voilà. Donc, en fait, ça tourne autour de l'édition, cette avant-dernière question. Écoute, des propositions à proprement parler, non, mais je me suis rapproché de Numérique Livre avec qui j'ai adoré travailler, puis je vais continuer à travailler avec eux sur d'autres bouquins, c'est sûr, parce que j'adore leur ligne éditoriale, j'adore leur façon de concevoir la lecture, à la fois en numérique, à la fois en papier, de défendre ses auteurs aussi. Et puis j'aime les autres auteurs, si tu veux, c'est une écurie dont je suis fier de faire partie. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne, Numérique Livre? Je ne connais pas bien. Eh ben, c'est un éditeur qui, à la base, était un pure player numérique, Oui. qui existe depuis maintenant plus de 7 ans, je pense, et qui fait maintenant aussi de l'impression, qui est distribué partout, etc. Et puis, avec qui on organise des séances Mais de tu signes des dédicaces. contrats tu signes un contrat, tu cèdes tes droits avec eux ou non? Ah bah oui, le contrat d'édition. Contrat d'édition, d'accord, Oui, d'accord. oui, oui. Oui, d'accord. Et puis, donc ça, si tu veux, bon, après il y a peut-être d'autres choses, mais je ne peux pas en parler pour le moment. D'accord. Et puis les rencontres, enfin les choses qui m'ont plu, si tu veux, dans l'auto-édition. Alors déjà, c'est dans la très très grande majorité des cas, c'est vraiment des super rencontres avec d'autres auteurs. Beaucoup de complicité avec certains, des amitiés qui sont nées et qui sont là pour durer. Des rencontres avec les lecteurs aussi. On dit souvent, tu sais, que le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire permet plus de proximité. Moi, je mets systématiquement à la fin de mes bouquins des liens vers mon site web, vers mon compte Twitter, ma page Facebook, ma liste de diffusion aussi pour les nouveautés et mon email. Et puis quand tu reçois des courriers électroniques de gens à l'autre bout du monde qui t'écrivent et qui te disent « Ah bah j'ai adoré la série, c'est quand le suivant, etc. » C'est génial, c'est ton salaire, comme on dit au Québec. Oui. Quand tu reçois ça, ça fait ta journée à chaque fois. Et il y en a comme ça de tous les âges, je te dis, de tous les pays, aux États-Unis, au Québec, bien sûr, en France, en Belgique. Oui, j'en ai en Australie aussi. Donc, c'est juste génial de se dire, grâce à la technologie, on peut être distribué partout, être dans la liseuse de tout le monde, n'importe où dans le monde. C'est formidable, je trouve. Tu as raison, oui. Ouais, ça m'a. Je pense que c'est ce contact-là et je m'efforce toujours de répondre et d'entretenir des correspondances aussi avec les gens quand ils me posent des questions, comment, pourquoi, etc. Il y en a qui me disent, tu vois, il y a des gens qui ont adoré la série Rossetti et McClain, qui ont moins accroché à Just Married ou à Sacrifier. Oui. Bon, ça arrive, mais en même temps, je ne vais pas non plus tout le temps écrire la même chose, mais c'est vrai que
une série, tant qu'elle me plaît, tant que je pense qu'il y a quelque chose à raconter, je la poursuis. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Voilà, alors bon, ben, on va arriver à ton secret. Mon secret. Ton truc, en fait, un conseil peut-être. Ben, en fait, moi, je voudrais en donner 2 de conseils. Le premier, c'est, quoi qu'on écrive, de toujours rester crédible. Pour moi, c'est super important, la crédibilité. Ça commence par un personnage. S'il a les yeux bleus au début, il ne les a pas verts au milieu. Ça ne change pas comme ça, à moins qu'il se soit mis des lentilles. C'est possible, mais il faut l'expliquer. Oui. Il faut être crédible. Quand on parlait justement des procédures judiciaires, quand on parlait des dénominations des inspecteurs, lieutenants, capitaines, etc., c'est important parce que tu dois être crédible. La vitesse d'une balle 22 long rifle avec un silencieux, tu dois savoir. Ah oui, toi, c'est impeccable à ce niveau-là. Je ne sais pas comment tu fais, hein, mais. Des recherches. Oui. Et aujourd'hui, sur Internet, on trouve énormément de choses. Oui. Et puis, il y a des bouquins, il y a des bibliothèques, il y a plein de choses pour pouvoir se documenter de façon utile. Parce que, en fait, si tu veux, je me dis, je ne veux pas qu'on puisse me prendre en défaut, qu'on me dise que ça n'a pas plu, mon bouquin, pas de problème. Mais qu'on ne me prenne pas en défaut sur un détail. Oui, oui. Parce que pour moi, c'est important. Et j'ai toujours en tête une entrevue que j'avais vue de Jean Graton qui dessinait Michel Vaillant et qui disait que lui, c'était hallucinant parce qu'il avait quand il parlait par exemple du rallye des 1000 pistes, il fallait que les panneaux publicitaires qui étaient dans la BD soient les mêmes que ceux qui étaient présents la même année parce que tu avais tout le temps des fans qui venaient dire « Ah mais c'est pas le bon !» ou si la Lancia Delta HF intégrale n'était pas graduée jusqu'à 240 km/h, c'était pas crédible. Bon, là, crédibilité. Si crédibilité, ça, je pense que c'est vraiment important. Oui. Et ça va aussi pour de la romance, ça va pour de la science-fiction, peu importe qu'on aille dans l'espace, mais il faut qu'on soit crédible, que le personnage fasse n'importe quoi, en dépit du bon sens. Si c'est dans son personnage, oui, et des fois il faut l'expliquer ou l'amener en tout cas pour qu'on puisse le comprendre. Oui. Ça, je pense que c'est vraiment la crédibilité par rapport à son histoire, par rapport à ses personnages et par rapport au domaine dans lequel on évolue. C'est super important. Oui. Donc ça, c'est vraiment je te dirais le conseil le plus important. Oui. Et puis le second sur lequel je veux passer un petit peu plus vite, mais qui à mon avis est vraiment indispensable, c'est il faut écrire ce qu'on a envie d'écrire, ça c'est sûr, mais il faut surtout pas négliger toute la phase de ce que j'appellerais de post-production, correction, révision, laisser reposer son manuscrit, le recorriger encore et encore. Des coquilles, on en trouvera toujours. Maintenant, si tu veux, les choses ont évolué, on s'est entre guillemets professionnalisé, je pense, par rapport à 2013, 2011, etc. On a tous fait des erreurs de débutants, mais il ne faut pas maintenant, si tu veux, qu'on livre des manuscrits qui soient mal fagotés, entre guillemets. Puis ce sont des économies de coup de chandelle. Pareil pour une couverture. Je pense que c'est important. Si on ne sait pas la faire, il faut avoir recours à des gens qui savent faire les couvertures. Oui. Et la correction, c'est pas forcément Tata Jeannette qui va être la plus à même de le faire. Il faut des fois avoir recours à des gens qu'on va payer. Parce que c'est un boulot, c'est un sacré boulot d'ailleurs, mais pour le faire et puis même d'en avoir plusieurs, je pense que c'est important. Oui, parce qu'il faut savoir que même un correcteur professionnel, il restera encore des choses après, parce que c'est un être humain et c'est un être humain et voilà. Et donc à un moment donné, il y a toujours un moment où il va lire une phrase avec un tout petit peu moins d'acuité, ou alors pris par l'histoire aussi. Et... Oui. C'est ça aussi. Et puis, en ce qui nous concerne, au bout d'un moment, nous, on voit plus à lire. Hein. Non. Oui. Moi, il m'est arrivé de m'endormir sur des relectures tellement je l'avais fait, quoi. Voilà. Et à la fin, on ne sait même plus ce qu'on est en train de lire, si c'est bon, si c'est pas bon, ce qu'on voulait dire. Enfin, je veux dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit d'autres personnes. Et moi, je prends, c'est vrai, toujours un correcteur professionnel, mais avant de lui faire corriger, je le fais corriger à d'autres personnes, à des bêta-lecteurs autour de moi, des amis, effectivement, des connaissances ou des gens spécialistes de tel domaine ou de tel domaine ou de tel domaine. Voilà, dans mon dernier, j'ai une spécialiste de Maupassant, j'ai une spécialiste de l'histoire de Cannes, enfin voilà, un spécialiste de l'histoire de Cannes qui ont lu les trucs. Mais après, ça passe encore au correcteur, bien entendu, au correcteur professionnel.
Voilà. Bon, à un moment, il faut savoir dire stop aussi et puis oublier, parce que sinon, tu sais, le manuscrit, on peut toujours oui. toute une ville revoir et trouver Oui, quoi. et ce qui est formidable avec l'auto-édition, il faut bien le dire, c'est qu'on peut revoir son manuscrit tout le temps. C'est-à-dire que même si on a des lecteurs qui nous disent « Oh, vous avez oublié », alors quand ils sont bienveillants, c'est formidable parce qu'au lieu de mettre un mauvais commentaire, j'ai trouvé des fautes, ben, ils vont écrire, ils vont dire « Bon, il reste une faute à tel endroit, et ça nous laisse la possibilité de changer le... Oui, et puis il y a même une fonctionnalité Amazon qui permet de signaler des fautes à travers Amazon, et ensuite toi tu reçois en tant qu'auteur un mail en te disant il y a des erreurs qui ont été relevées par un lecteur, oui, c'est vrai. Et tu peux les corriger. Ça c'est génial, oui, si tu veux, mais super. Bon, tout le monde ne fait pas ça, et puis en même temps ça ne doit pas être non plus leur boulot, mais ça peut arriver. Puis je te dis, des coquilles peuvent en rester, mais si vraiment il y en a trop, moi ça me gâche la lecture. Oui. C'est sûr. Bon, en tout cas, Jérôme, génial. Merci pour les conseils, merci pour les secrets, merci de nous avoir parlé comme ça de tes romans, de tes personnages. Voilà, formidable. Écoute, moi, j'en ai lu quelques-uns de toi, mais je vais continuer à en lire d'autres. Je suis curieuse des comédies romantiques, je vais les lire. J'aime bien les comédies romantiques et je vais lire au hasard, je vais piocher dans les Rossetti. Bon, j'en ai lu 2 ou 3 de Rossetti, mais je vais lire le dernier, je ne l'ai pas lu, donc voilà, je vais me régaler avec ça. Je te dis au revoir. Moi aussi, merci encore. Et puis longue vie à ton roman qui sort aujourd'hui. Oui, il sort aujourd'hui. Écoute, il va vivre sa vie. Là, j'ai fait ce que j'ai pu, je l'ai bien porté. Puis à un moment donné, il faut la rencontre avec les lecteurs et il faut de la chance, tu le sais, voilà. On va croiser les doigts. Merci Jérôme. À très très bientôt. On va se revoir un petit coup là dans notre région. Oui, avec plaisir. Avec merci les à toi. Salut.